Et bienvenue à tous sur ma chaîne Cinémagique. Et aujourd'hui nous allons parler de quoi? De Ready Player One, un nouveau film de Steven Spielberg. D'entrée de jeu, le film est dingue dans tous les sens du terme, on en prend plein les mirettes. Quand on voit la scène de la course, on n'a qu'une envie, pouvoir un jour la faire, la vivre. Il y a une chorégraphie hallucinante dans ce film. Un rapport constant avec la hauteur, la profondeur, la perspective, des zooms, un jeu de mouvement permanent qui épouse parfaitement les différents points de vue. C'est comme une danse où tous les aspects du film se confondent. Rien que la scène où l'on plonge dans l'oasis en dit long. Et les références, j'ai vu du Conan, de l'Alien, Cocktail, La fièvre du samedi soir, les Tortues Ninja, The Last Action Hero, Mad Max, Robocop, Judge Dredd, ou encore Mortal Kombat, Halo, Starcraft, Duck Nukem, il y en a partout et pour tout le monde. Et il y a aussi... Ben c'est tout en fait je crois. Voilà pour ma critique, c'était court mais intense, à bientôt. Je déconne. Le film est blindé de références à tout va et forcément pour les gens de notre génération, ça ne peut être qu'un régal de retrouver tout ce qui nous est familier. Le film met beaucoup en avant ce côté synthétique et superficiel, jouant exprès sur la surface des choses pour paraître d'une grande niaiserie. C'est comme le niveau 1, ce que l'on voit au premier coup d'œil. Mais chaque séquence pourrait être revue avec une deuxième, voire une troisième lecture. On peut dire que l'histoire d'amour est facile, et pourtant, c'est bien là l'un des secrets d'Hallyday. Même un créateur tel que lui n'a jamais réussi à embrasser la personne qu'il aimait. Quelque chose de simple et évident qui ne l'est pas tant que ça justement. Wade a bien eu du mal à se décider. Quand il embrasse Samantha à la fin, c'est parce qu'il comprend toute la mesure de ce que signifie l'amour. Ou d'être relié, connecté à une personne dans la réalité. Ça compte vraiment. Là où au départ, il exprimait ses sentiments sans vraiment se rendre compte. Il aimait Artemis, ou plutôt l'idée de ce qu'elle était, jusqu'à découvrir ce qu'elle est à l'intérieur, la réalité derrière la fiction. Il était là pour s'amuser, se divertir, s'échapper à la réalité. Là où elle est en rébellion, le dernier rempart pour préserver cette réalité. Ici John Connor, si vous écoutez ce message, vous êtes la résistance. Ce qu'elle dit c'est « tu ne m'aimes pas, tu n'aimes que ce que je veux te montrer ». C'est un peu comme les gens qui adulent des célébrités en mode « oh il est trop beau » ou « elle est trop belle », ou les réactions à chaud après un film en mode « c'est le meilleur » ou « le chef-d'œuvre ». Les gens tombent amoureux d'une image, d'une mise en scène, une préparation minutieuse pour paraître d'une certaine façon. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas sincères, mais ils ne montrent que ce qu'ils veulent montrer. Les gens pensent et ressentent sur l'image d'une personne et non la personne en elle-même. C'était l'idée avec la tâche de naissance de Sam, apportant une réflexion sur ceux qui se sentent mal dans leur peau, créant des avatars comme protection des carapaces synthétiques, sans eux-mêmes voir leur propre beauté qui ne prend vie qu'à travers le regard de l'autre. Quand Wade tue son avatar, il élimine la représentation de ce qu'il aimait. On y reviendra, mais Spielberg nous dit clairement ici que ce n'est pas la référence qui compte, mais ce qu'elle représente et signifie. Le vrai transparaissant à travers le faux et l'illusion. C'est aussi l'histoire d'un orphelin pauvre et isolé qui, à travers cette aventure, va accéder aux richesses, créant de véritables liens plus forts et sincères qu'avec sa tante, qui sont pourtant les liens du sang. Quelque part, libre à chacun de le devenir par ses propres moyens, car tout est possible. Il suffit d'y croire, pourrait-on dire, ou plutôt que quelqu'un croise en nous comme Sam en Wade. Dans le film, on dit que nul homme n'échouera s'il a des amis. Presque comme dans Interstellar où l'amour, le lien, porte plus loin que tout le reste. Ce qu'il manque justement à Nolan Sorrento. Pour beaucoup, c'est le méchant traditionnel qui ne pense qu'à l'argent. C'est cette définition, réduction simpliste, qui empêche d'aller voir un peu plus loin. C'est pourtant le même schéma que le héros, mais inversé, car lui aussi est seul, isolé et non aimé, possédant des liens et une armée comme il dit, mais de manière factice. Dans le passé, on voit qu'il semble avoir été ignoré par Hallyday, cherchant pourtant le meilleur moyen d'optimiser financièrement sa création. Comme un profiteur si on veut, ou que ses projets financiers étaient finalement le seul moyen d'expression dont il disposait pour créer un lien avec une personne qu'il admirait. Pas étonnant que blessé, il cherche à s'approprier la société, la richesse d'Hallyday, comme une revanche personnelle, montrant qu'il était digne de lui. Il est sûr qu'il n'a jamais su comprendre l'aspect humain puisqu'Hallyday lui-même avait du mal à s'exprimer. En ce sens, Nolan est presque le plus fidèle disciple du créateur, un peu comme Clou dans Tron. Il n'a pas de connexion réelle avec le monde qu'il exploite, ce que l'on reproche à beaucoup de producteurs au système hollywoodien, qui ne font que reprendre les licences en jouant sur la corde sensible, pour les rentabiliser et les vendre comme des petits pains sans âme. Néanmoins, on a tous besoin d'argent pour vivre, ne serait-ce qu'un minimum. Tous les rêveurs, surtout eux d'ailleurs, en ont davantage besoin pour rester libres de penser. Il faut bien garder un pied-à-terre pour faire fructifier l'entreprise en attendant la prochaine idée de génie. Dans le souvenir, il y a Hallyday, Monroe et Nolan, 3 façons de penser, 3 aspects d'une même chose lui permettant d'exister. L'argent permet d'acquérir ou d'accomplir des choses, comme la technologie est au service de l'histoire que l'on veut raconter. Ce sont des outils, un rouage nécessaire sur le chemin de ce que l'on désire vraiment.
L'on espère tous que ce soit le rêveur qui oriente les sociétés, comme l'imagination oriente la science. Mais il y a toujours le risque de perdre de vue, de pervertir ses désirs, en se focalisant sur l'argent, ou le moyen, comme l'est la technologie de nos jours, le toujours plus. Même si on part du principe que c'est sincère, le nombre d'entrées ou la recette du film permet de quantifier le désir de l'auteur. En lui donnant une valeur, c'est plus facile que de discuter avec toute l'humanité pour savoir ce qu'elle pense individuellement. C'est de même avec les youtubeurs qui regardent leur nombre d'abonnés, de vues par vidéo, les affichant fièrement ou les comparant à ceux des autres. Il est facile d'imaginer ce qui se passe dans leur tête. Les chiffres sont plus parlants que les discours et deviennent le but à atteindre, finissant par faire vaciller les rêves d'antan. C'est d'ailleurs très amusant de constater que les gamers eux-mêmes, dans l'Oasis, cherchent à évoluer en ayant le meilleur équipement, la plus belle bagnole, les meilleures armes. L'argent est indispensable même dans un jeu, au point d'aller faire la guerre, de tuer sans répit. Et la meilleure, c'est que les personnages soient littéralement faits d'argent, et que la mort soit tournée en dérision par le fait de tout perdre. On joue entre le faux et le vrai. Dans la même idée, on a la scène de Parzival en tant qu'hologramme. Sorrento est vrai puisque c'est lui-même, et pourtant il est faux puisque menteur et hypocrite. Alors que Wade est un hologramme, donc non réel, et pourtant il est vrai, parlant avec son cœur. Une jolie mise en scène inversée sur les apparences de la réalité. Ce n'est pas parce qu'on est dans la réalité que tout le monde est vrai, comme le virtuel où tout serait faux. Nolan, enfin Christopher Nolan, est d'ailleurs l'un des maîtres dans l'art d'aborder la perception des choses. Pas étonnant qu'il ait été pressenti pour réaliser le film. D'ailleurs, plus on avance et plus on se demande si Spielberg ne tente pas de le tacler, en lui montrant qu'il n'est pas le seul maître magicien à savoir jouer avec les rêves et la perspective. Il y a une autre inversion aussi, dans le fait que Wade porte un nom de super-vilain, là où Sorrento utilise Superman comme avatar, comme optimisation super de son apparence. On voit également bien l'opposition par le binôme de Nolan, incapable d'établir le contact ou de comprendre son assistante F. Neil. Ils n'ont pas établi le lien spirituel par le virtuel pour être en phase dans la réalité, comme le font Sam et Wade. F. Neil nous permet de voir que Nolan est encore un enfant qui n'a jamais su s'impliquer réellement pour obtenir ce qu'il voulait. Il reste à distance des choses, jusqu'à la fin où il décide de prendre l'arme et agir, devenant lui-même un player. C'est cette évolution qui le mène devant l'œuf, et quand il le voit, c'est furtif mais il est comme ébahi. Lui aussi est atteint, touché par des émotions profondément refoulées, quelque chose duquel il est passé à côté, ses propres regrets. La réalité ne permet pas de s'accomplir comme on le voudrait, c'est pourquoi l'on est attiré vers le virtuel, qui permet de mettre en scène les différents aspects de nous-mêmes. Comme la fiction s'inspire de la réalité, faisant écho à tout ce que l'on pense, tout ce que l'on ressent, ce que la réalité nous empêche bien souvent d'exprimer. C'est une manière détournée de se compléter, de s'affirmer. Dans un jeu, il y a cette notion de quête, de se lancer à corps perdu dans un univers, pour accomplir quelque chose de démentiel. On a la même sensation lorsque l'on regarde un film, que l'on lit un livre ou que l'on joue à un jeu. Et parfois, le retour à la réalité est vraiment difficile, par cette impression de vide, de superficialité. On a tous été baignés par des œuvres ou l'univers de Spielberg qui nous a fait rêver de vivre des aventures que l'on ne retrouve plus aujourd'hui, ou parce que l'on a grandi, à l'image de son Hook. L'Oasis permet ainsi de se replonger dans ces mondes de rêve, de dire qu'on peut les fabriquer de nos mains et devenir les héros de ces aventures épiques. Chaque joueur adopte son propre mode de jeu, à comprendre comme son propre style de vie, par un comportement qui reflète ses idées, son mode de fonctionnement ou d'appartenance. Il suffit de mettre le nez dehors pour observer comment chacun porte le costume qui lui correspond ou le définit le mieux. Le cinéma fait partie de la culture, comme la littérature ou l'art, et les générations grandissent avec elle et se définissent à travers elle. L'homme a toujours projeté des morceaux de lui-même sur cette culture, créant des images de lui-même qui le nourrissent, lui permettant non seulement de créer, mais aussi de se dépasser et de franchir les limites de la norme. L'avatar n'est rien de plus qu'un amas de références qui personnalise et connecte l'individu aux figures mythologiques qui l'ont marqué. Dans le film, les héros ne sont pas ces figures ou cette culture, mais les gens qui l'utilisent. C'est exactement comme dans l'Avatar de Cameron. C'est ce qu'est Jake en tant qu'être humain qui le rend héroïque. Le fait d'être en chaise roulante ne permet pas de s'en rendre compte, alors le virtuel, l'avatar, n'est que le moyen qui lui permette de le montrer, de le vivre, d'être pleinement qui il a toujours été. Spielberg tente de nous alerter, les références sont de la connaissance que l'on utilise tous en permanence sans même s'en rendre compte. Dans les mots, les expressions, les citations qu'on utilise, mais ça ne veut pas dire qu'on a compris ce qu'elles signifiaient, comme toutes les fêtes de notre calendrier, qu'est-ce qu'elles veulent dire pour les gens de nos jours. En ce sens, la société est envahie de références culturelles d'époques antérieures. Les jeux vidéo, le cinéma font partie de la culture et il faut la prendre en compte, car elle fait déjà partie intégrante du quotidien. Mais elle-même, à travers le temps, pourrait subir le même sort que tout le reste.
Spielberg possède également ses propres références qui sont noyées à l'intérieur des nôtres, mais ne voulant pas forcément dire la même chose pour lui. Comme le cube de Zemeckis ou des animations japonaises telles que Summer Wars de Mamoru Osada, dont je vous conseille toute la filmographie d'ailleurs. Spielberg lui-même a des icônes, des idoles qu'il cherche à atteindre, utilisant les références de manière personnalisée, mais il n'est pas toujours facile d'y faire la distinction. Et c'est ce que l'on voit dans la séquence Shining. L'on est dans le monde virtuel à l'intérieur d'un souvenir où l'on plonge dans un film lui-même étant une fiction adaptation d'un livre. C'est entrer dans la réalité d'un film à l'intérieur d'un film dans une fiction. Il y a des effets miroirs et parallèles en tous sens. À la fois pour l'histoire d'Hallyday, de Parzival, de Shining, avec son réalisateur, son auteur, tout comme Ernest Cline et sa création, et le film de Spielberg. Sans parler de l'horreur des adaptations. L'on navigue dans ce millimilo entre réalité et fiction au point de se perdre, à l'image des œuvres de Stephen King, où l'on est dans l'esprit tourmenté du personnage principal, et de la façon dont cette perception s'incruste dans la réalité. C'est vraiment le rêve à l'intérieur d'un rêve emboîté dans un rêve à l'intérieur de notre esprit. Et tout ça n'est qu'une diversion, comme le dit Artemis. Un peu comme Shutter Island. Derrière le décor, la mise en scène, se trouve une vérité, celle des émotions humaines. J'ai beaucoup apprécié qu'Artemis soit le prince charmant de Kira, montrant que l'homme ne comprend pas forcément le cœur d'une femme, qui est un océan de mystère, servant également d'écho à la situation avec Parzival. Quand elle lui dit qu'elle n'a pas le temps de se laisser distraire par leur relation, ça m'a fait penser à Cage dans Age of Tomorrow, qui se détourne de la mission pendant un moment pour vivre son amour. Ici, on peut aussi se dire que Spielberg parcourt l'œuvre de Kubrick qu'il a côtoyé et admiré, à la recherche de son ami perdu. Shining est l'esprit de son auteur, comme le film celui de Spielberg, ou comme l'Oasis celui d'Hallyday. Le disant lui-même sous les traits du magicien, tout est dissimulé dans une chambre au cœur d'un labyrinthe situé quelque part, dans son esprit. Tout ce que l'on voit, tout ce qui nous apparaît, toutes ces références publicitaires constantes dans le film et dans la réalité, ne sont pas le sujet principal, ne s'agissant que d'une diversion, distraction pour la masse. Une œuvre est un cerveau humain dissimulant un trésor bien plus intime et personnel à qui saura suivre le fil d'Ariane. Comme une information au cœur d'une bibliothèque aux données infinies, l'espace dans lequel la conscience de l'individu trouve son chemin à travers les millions de références. Ou comme la vie trouve toujours son chemin. On bâtit des univers de plus en plus complexes pour dissimuler la simplicité. La chambre d'Hallyday, c'est le royaume de l'âme, du créateur, où s'entremêlent toutes les notions et perceptions, conscientes et inconscientes, réelles et virtuelles, science et imagination. Il n'y a plus de vrai ou de faux, juste ce qui est, confondu dans l'origine de tout. Parzival est une forme d'Hallyday, son avatar, ou sa récurrence, dit-on dans Jupiter Ascending. Il vit l'expérience qui le guérit et qui le ramène à la réalité. Comme pour Inception, c'est autant l'introspection de Hallyday, de Spielberg, que celle de Wade et du spectateur. En les comprenant, on peut se comprendre soi-même. On entre dans l'esprit d'Hallyday pour vivre ses rêves à travers ce qui lui a donné envie de rêver, au point qu'il meurt, symboliquement parlant, coincé à l'intérieur de sa propre matrice, à une étape de sa vie qui l'empêche d'avancer, d'aller au-delà. Comme certains blocages que l'on possède et dont le virtuel pourrait nous permettre de les dévoiler, comme les lunettes de Tony Stark au tout début de Civil War, une merveille technologique. Hallyday livre son testament en attente d'un héritier capable de comprendre sa démarche. Celui qui va unifier le passé et le futur dans le présent. Reconnecter le créateur avec une partie de lui-même en le libérant de sa prison pour accéder à l'après. Ce qui subsiste n'est ni le passé ni la mort, mais l'élan, le mouvement du chevalier en quête. C'est pendant le voyage vers quelque chose que l'on trouve ce quelque chose. Comme dans Indiana Jones qui trouve ce qu'il est, ce qu'il aime pendant ses aventures. Ou comme Parzival dans La Dernière Épreuve, qui nous montre le plaisir de jouer, de vivre, de partager. C'est la partie de lui qu'il aime et qu'il cherche à nous transmettre, devenant l'avatar de toute l'humanité. Ready, c'est pour les joueurs ce que l'on voit avant de commencer un jeu. Et le Player One pour le premier joueur, le créateur. Mais aussi pour The One, l'élu. Ici, Wade se connecte au tout premier, est le tout premier. C'est le jeu des poupées russes, ou ce que disait Dumas, un pour tous et tous pour un. C'est l'individuel qui se fond en devenant le collectif. Le un les vaut tous et tout le monde le porte en lui. C'est tout en un et un en tout, comme un certain livre le dit, presque rien sur presque tout. Dieu serait le créateur qui cherche à se faire comprendre mais n'y parvient pas. Alors tel un jeu vidéo en Die and Retry, il crée, détruit puis recommence, jusqu'à ce qu'un fils élu apparaisse, empruntant le chemin de l'insaisissable. L'un est le morceau de l'autre, et c'est à travers cet avatar messiatique que l'on peut comprendre le créateur. Parzival est le héros auquel on se rattache pour atteindre un but qui nous dépasse tous. À la fin, on a même l'apocalypse cataclysme nous permettant d'assister à la mort et à la résurrection.
permettant d'accéder au royaume éternel, dissimulé dans les limbes de la psyché humaine, cette matrix technologique. C'est ce que Hallyday cherchait, une personne qui soit connectée avec les autres. C'est Link, comme dans Zelda, car il est le lien entre les différents éléments et personnages du jeu, mais également le lien avec le monde extérieur, auquel le joueur va se connecter pour entrer dans ces mondes fantastiques. Link est notre avatar, le lien entre toutes les choses visibles et invisibles. On peut y voir toutes ces lectures, mais au final, ce ne sont que des références à qui la verra ou l'aura dans son bagage culturel. Perceval, dans les légendes arthuriennes, est celui qui aperçoit le Graal, mon précieux, mais ne pose pas la question, comme s'il n'osait pas. Il continuera toute sa vie à rechercher ce dont il est passé à côté, comme dans le film. Ou comme dans The Lost City of Z, le fameux Z de Z Parzival. De plus, ce personnage est décrit comme naïf et simplet, devenant chevalier car il prend ceux qu'il voit pour des anges, des êtres célestes. Il y a cette forme primaire mais abstraite dans sa manière d'aborder les choses, en dehors des normes. Il y a d'autres références également, comme au début lorsque Sorrento s'adresse à son conseil sur une table carrée, en étant en plus debout là où les autres sont assis. On a également l'incantation qui permet d'activer le pouvoir de l'orbe, qui provient d'Excalibur de 1981. Snyder lui-même l'avait utilisé comme référence dans Batman vs Superman. Mais ce n'est pas juste une référence, mais une invitation à chercher ce qu'elle signifie. C'est comme tous ces super-héros qui transportent en eux les récits mythologiques. Les gens adorent les super-héros, mais ça ne veut pas dire qu'ils connaissent la mythologie. Comme ceux qui adorent citer Joseph Campbell pour certaines œuvres, mais pas pour d'autres, parce qu'ils n'ont pas compris l'origine de la démarche de l'auteur, ne pouvant donc pas l'appliquer en dehors d'un contexte bien précis. Les gens sont souvent des monstres de référence et de connaissances, mais dans les formes apparentes, sans forcément avoir compris ni même saisi qu'il y avait un fond. C'est une lutte au sein d'un même corps utilisant le nouveau support du langage humain, l'image, l'incarnation des formes et de la métaphore. Devenant ainsi une guerre des symboles entre ceux qui les exploitent et ceux qui les vivent, les comprennent. C'est l'être contre le paraître. Nolan utilise l'image de Superman, l'un des héros les plus connus et les plus respectés. Il affronte le géant de fer, emblème d'une poignée de connaisseurs et d'une époque révolue, qui lui-même était nommé Superman dans son film. Ce sont les vrais héros qui détruisent les contrefaçons, les True Man contre les No Lan, qui nous révèlent sa vraie nature en utilisant le Mechagodzilla. L'IOI, c'est un peu l'Empire dans Star Wars, avec leur armée de clones totalement dépersonnalisés, où les gens sont dans des camps, prisonniers d'un casque qui les force à obéir. L'IOI est cette industrie dictatoriale qui s'empare de tout. C'est un Terminator qui vient s'emparer de l'âme humaine, en utilisant la culture populaire pour la transformer en marchandise. C'est autant la lutte de ceux qui cherchent à préserver les valeurs du libre arbitre face aux tyrans qui ne pensent qu'à régner, qu'une lutte au niveau du citoyen de tous les jours dont son plaisir n'est plus que consommation, plutôt qu'une réflexion sur son identité et celle de toute une génération. L'Oasis a l'aspect du jeu vidéo, mais il permet de mettre en scène tout ce que l'on est. Comme on le voit, on gagne de l'argent, on fait la guerre, ou ce que dit Parzival dans son grand discours. Ce sont des choses qui ne concernent pas le jeu vidéo, mais la réalité. Il n'y a pas d'opposition entre ces deux mondes, l'un est le prolongement de l'autre. Au début, tout est bien séparé entre réel et virtuel, jusqu'à ce que les personnages soient en danger de mort dans la réalité. L'avatar devenant l'extension de cette lutte. C'est une traduction sous une forme symbolique et identifiable, un peu comme dans Sucker Punch où la danse est transposée sous une forme de lutte vidéoludique. Dans la séquence finale avec le fourgon, on navigue entre le réel et le virtuel à la façon d'Inception, voyant les actions et répercussions de l'un sur l'autre. Mais c'est ce que l'on fait chaque jour, de jongler entre ce que l'on exprime autour de soi et ce que l'on ressent au fond de soi. Tenir l'œuf, pleurer, c'est joindre ces deux mondes en un, s'élever en transcendant toutes les formes de réalité en une émotion indescriptible. L'oasis est ce que l'on cherche, ce que le désert cache, c'est une illusion, une hallucination. Il nourrit l'imaginaire et puise dans nos ressources pour nous épuiser, tout comme il nous pousse dans nos retranchements pour aller au-delà de nos limites. On peut comprendre Hallyday à travers l'Oasis, tout comme on peut comprendre Spielberg par sa filmographie teintée des mêmes thématiques, qu'il a transporté avec lui tout au long de sa carrière, comme un bagage ou une croix, devenant un symbole pour toute une génération. C'est John Hammond dans Jurassic Park qui avait un rêve, mais est parvenu à le réaliser, et tout comme Hallyday, il s'interroge sur cet héritage. Que deviendra-t-il? Que représentera-t-il? Que devient cet imaginaire que l'on emmagasine en son temps? Par la forme de son film, il trouve une sorte de compromis, de réponse dans les mythes. Parler du Graal, c'est aussi pour nous dire que cette légende est inatteignable, non pas en tant qu'œuvre de fiction, mais dans le schéma qu'elle retranscrit dans la réalité. C'est une forme de conscience universelle et intemporelle dont l'imagination n'est pas encore parvenue à surpasser.
Un peu comme la séquence avec King Kong où l'on voit juste avant le T-Rex faisant pâle figure à côté, lui-même ne pouvant faire mieux. On ne peut dépasser certains mythes, donc on part en arrière pour tenter de comprendre son origine. Comme on le dit, on a besoin de régresser pour progresser. Ce sont comme les jeunes joueurs ou réalisateurs qui se plongent dans les films de l'époque mais ne parviennent pas à trouver cet ingrédient secret, comme on le voit dans Jurassic World, ou à l'image des productions récentes en pleine nostalgie, dont les franchises, remakes, reboots et autres sont tournées vers le passé, recherchant l'origine de la créativité. L'on est tous à la recherche de cet élément de génie créatif, que l'on porte tous en nous, mais dont le sens s'est perdu à travers le temps. Tout est détruit, en ruine. C'est un monde où nos repères changent et n'ont plus de valeur. C'est ce qui pousse les gens à se plonger dans ce paradis où tout devient possible pour retrouver ce qui semble avoir du sens. C'est le discours du glory dans À la poursuite de demain, du pessimisme qui a pris l'ascendant sur les espoirs en l'avenir. Mais c'est après-guerre que tous les super-héros ont commencé à naître. C'est dans les cendres que la lumière réapparaît. On ne peut dépasser les icônes du passé, ils servent à nous définir, mais on peut se les réapproprier, devenant une arme pour s'émanciper et révolutionner le monde de demain. C'est à nous de nous projeter vers l'avenir pour le rendre meilleur. Néanmoins, il y a comme une force au quotidien qui tente de limiter, contrôler, uniformiser toutes ces possibilités infinies. Comme le dit Wade, l'oasis c'est aussi fuir de la responsabilité de cette réalité. C'est un substitut qui permet de combler les vides, les besoins, une consolation de ces tourments. C'est là que l'on trouve les consommateurs, ceux qui ne cherchent qu'à se divertir, passer le temps, en se vidant la tête pour ne plus penser. Ceux-là même qui ne perçoivent que la surface des choses, en ne parlant que des effets spéciaux, du visuel, de comment les films sont vides de nos jours, ou de tout ce qui fait le buzz et crée des événements. En plus, ça fait classe en ce moment de dire que tout est vide et un peu con. Comme Disney avec Star Wars ou les Marvel qui sont tellement critiqués, et même par beaucoup de youtubeurs, et pourtant ils continuent d'y aller courant à toute vitesse dans la salle de cinéma dès le premier jour de sa sortie pour pouvoir sortir une vidéo et faire un max de vues. C'est critiquer un système auquel ils participent eux-mêmes. Il n'y a pas de hasard dans ce qui fonctionne, mais ça n'a aucun rapport avec le film ou ce qu'il contient. Ce qu'une personne dit n'est que le reflet de sa façon de penser ou d'aborder les choses. À l'image des joueurs qui ne comprennent pas Hallyday, alors que tout le monde le connaît et le considère comme un dieu. Certains jouent à des jeux ou regardent des films en s'interrogeant sur la nature des aventures qu'ils traversent. Plus qu'un simple divertissement, ils vont y trouver des vérités sur leur propre réalité qui vont les aider à lutter contre leurs problèmes. C'est Percevoir comme Perceval, Parcival qui se demande lors du premier indice si les mots ou les phrases n'ont finalement pas un sens qui va au-delà du contexte dans lequel ils sont dits. Si on donne un livre philosophique à quelqu'un, par évidence, il va dire qu'il est complexe ou qu'il fait réfléchir, parce que le genre même est fait pour susciter l'interrogation, mais pas parce que le lecteur ou le spectateur face à un film compliqué aura choisi de réfléchir. C'est la forme qui invite à la réflexion ou la non-réflexion, mais dans les deux cas, le spectateur est soumis à ce qu'on lui présente. Qui aurait même l'idée d'appliquer la réflexion d'une œuvre compliquée sur une qui paraît simple et sans intérêt ? C'est le sens même de la phrase fétiche d'Hallyday, celle que prononce Lex Luthor. Certains peuvent lire Guerre et Paix et conclure qu'il s'agit d'un simple roman d'aventure, d'autres vont parcourir les ingrédients listés sur un emballage de chewing-gum et y découvrir les secrets de l'univers. Si les gens ne voient rien, c'est parce qu'ils n'ont pas envie de réfléchir, luttant contre l'ennui et le silence. C'est justement pour ça que la plupart vont au cinéma, regardent des séries télé à la chaîne, lisent un livre, écoutent de la musique, ou jouent aux jeux vidéo. Le cinéma est le reflet du monde et de son spectateur. Et c'est la manière ou l'intention avec laquelle on fait les choses, le pourquoi, comme dit Donald dans Interstellar, qui conditionne tout. À la fin, Wade comprend qu'il ne doit pas faire les mêmes erreurs et parvient à franchir le cap, embrasser la femme qu'il aime. Vision primaire, pourtant le message s'adressait au spectateur. Si vous avez des rêves ou une chose que vous n'osez pas faire, faites-le. Franchissez la porte pour n'avoir aucun regret. Comme le dit Morpheus, toute chose commence par un choix. C'est là que la connexion entre réel et fiction se fait. Les gens reçoivent le message mais ne l'intègrent pas, et ne peuvent donc pas le mettre en pratique, noyés dans leur propre ego, père de Star-Lord. C'est comme pour La Belle et la Bête, le truc que tout le monde connaît, que tout le monde a compris, et pourtant, les gens ont bien du mal à voir au-delà des apparences. On pourrait se dire que toutes ces références sont là pour empêcher les gens de réfléchir, mais elles permettent également de se rendre compte que l'individu ne parvient pas à voir ce qu'il y a derrière le voile. L'humain ou l'homme derrière le masque, comme le dit Tina Carlyle. C'est le même concept avec Noël, considéré de plus en plus comme une fête commerciale avec nourriture et cadeaux à outrance. L'homme est trop axé sur le visuel et ne comprend pas le sens de ce qu'il signifie. On pense que l'image est une conclusion, puisque les mots nous font imaginer, qu'on nous les impose, mais il ne s'agit pas de regarder mais de lire.
L'image est l'introduction d'un nouveau monde à lire, analyser, aux capacités illimitées. C'est à nous de savoir faire la liaison entre l'extraordinaire, l'imaginaire et les situations réalistes et simplistes du quotidien. Quand on voit la richesse de Picsou à la fin du film, c'est aussi traduire visuellement la richesse intérieure de Wade. C'est jouer sur l'apparence divertissante tout en dissimulant par ce même biais sa véritable nature. Comme pour la création de la capoeira qui s'est mélangée à de la danse divertissante. À la fois tout est superficiel et prend le pas sur ce qui est vrai, et à la fois tout ce qui a de la valeur se dissimule au cœur du faux. On construit et divertit jusqu'à ce que tout soit perverti et détruit. C'est en perdant le sens qu'on le retrouve. C'est un cycle où l'action de l'un provoque la réaction de l'autre. Le roi se cache derrière la scarification, l'utilisant comme barrière pour nous tester. C'est un cercle fait de noir et de blanc où tout se rejoint, s'entremêle et s'entreconnecte. Comme pour Noël, pour les uns ça sera l'oasis de leurs racines, pour d'autres le mirage où culmine l'hypocrisie. C'est une double nature, l'équilibre délicat en toute chose. C'est à travers les formes et le tape à l'œil que la dualité perdure. Certains diront que Spielberg n'est lui-même qu'une référence et qu'il manipule les foules pour paraître cool et branché, mais se fichant complètement de la pop culture, ne faisant ça que pour s'octroyer une place au panthéon des réalisateurs de toute époque. D'une certaine façon, c'est déjà le cas, avant même ce film. Mais on peut aussi se dire que ce qui compte, c'est ce que contient un film, et que certaines thématiques dépassent complètement un réalisateur ou un auteur, elles-mêmes manipulant le nom de Spielberg pour exister. Le genre de truc que l'on pourrait voir dans South Park. Ce surplus de nostalgie et de références est aussi là pour montrer que quelles que soient les difficultés, et malgré le temps qui passe, il y aura toujours quelque chose à quoi se raccrocher. Un souvenir, un livre, un air de musique, un film, une référence, qui nous évoquera quelque chose et nous donnera l'envie de. C'est a ghost story. Les choses ne meurent jamais vraiment. C'est pour cela que l'on crée, au nom de l'existence. Comme le dit Maximus, ce que vous faites dans la vie résonne dans l'éternité. La quête de l'œuf donne l'impression que c'est une conquête, celui du plus fort, du plus malin, et qu'un seul individu pourra gagner et crier Jumanji. Monumentale erreur. À la base, l'on a des joueurs qui cherchent à s'exprimer au travers de leurs avatars, se créant une identité pour se distinguer, exister de manière individuelle, comme dans la réalité. Mais tout n'est qu'un prétexte pour vivre une aventure où les gens vont devoir s'oublier pour comprendre ce qu'ils ont tous en commun et ce qui les rend uniques. Que ceux qu'ils aiment sont plus importants que ce qu'on aime. C'est en s'unissant et travaillant ensemble que rien ne pourra les arrêter. Comme le dit Rémus Lupin, c'est de la force des convictions que dépend la réussite et pas du nombre des partisans. Wade lui-même était contre les clans faisant la même erreur que Hallyday, mais il n'avait pas encore les clés pour comprendre. L'intention du film est de même, cherchant à rassembler et connecter tout le monde autour d'un même thème. Que les gens aiment ou détestent n'a pas d'importance, c'est provoquer les débats, les réactions, les avis et théories diverses pour simplement communiquer. Tous ces easter eggs sont aussi là pour réveiller la curiosité du spectateur, poussant les gens à s'unir, se regrouper pour les dénicher. C'est pour ça que certains films sont simples et good feeling, car ils permettent de rassembler des amis, des familles autour d'un même sujet, d'une même passion, qui se transformera en souvenir, en une référence commune. La chasse aux références est comme une quête annexe du film, où le spectateur devient lui-même un joueur de cette oasis. Ça me fait repenser au jeu Pokémon Go, où tout le monde sortait dehors pour chasser les Pokémon. De la bêtise, de la folie, mais dont le but était de faire sortir les gens pour qu'ils se rencontrent, créer du lien. Étant introverti, Hallyday a toujours eu du mal à communiquer socialement. Et sa création permet au monde entier d'interagir les uns avec les autres. C'est un film sur les liens, sur la connexion entre les gens. Un peu comme dans le premier Pacific Rim, dont toute l'intrigue d'ailleurs aurait pu être en réalité virtuelle. L'humain n'est pas fait pour être seul, c'est la loi même de l'évolution, l'assemblage des cellules. Même Nolan est obligé de s'entourer pour réussir. Tout sert à réunir les gens, les rassembler dans une seule et même expérience, l'oasis. Alors ça serait intéressant de débattre, est-ce que le monde réel est sans intérêt à cause de ces mondes virtuels, ou est-ce le monde virtuel qui permet de prolonger la magie perdue de la réalité ? Dans Transformers The Last Knight, on dit qu'au cœur de chaque mythe, chaque légende se dissimule une vérité. Il n'y a rien de magique ou de fantastique au sens primaire du terme. C'est la bravoure, la volonté, la détermination d'individus qui se réunissent autour d'une idée, d'un rêve, et qui luttent jusqu'à la fin au nom d'un idéal. Ils font des erreurs, chutent, se relèvent, il y a de l'amour, des trahisons, de la guerre. Ce sont ces intrigues, ces histoires des plus simples et des plus banales, qui se transforment en récits, mythes et légendes, devenant des fictions qui véhiculent des valeurs qui nous sont propres et auxquelles on peut tous s'identifier. C'est le sens des choses qui donne vie à la magie.
Ce n'est pas à une œuvre ou à un film de faire réfléchir ou non. C'est au spectateur de ne pas se laisser bercer et rester actif en y projetant sa propre réflexion. Mais comme on le sait, il est plus facile de laisser faire que de fournir l'effort nécessaire pour se confronter à soi-même. L'oasis n'est pas simplement un refuge, mais aussi le moyen de combattre de l'intérieur ce que l'on fuit, ce dont on a peur. Ça me fait penser au jeu indépendant Braid, où le personnage fuit la réalité en la restructurant dans une quête dont il est le héros. Et la fin du jeu le ramène à la réalité, le forçant à s'y confronter. Thor dit dans Ragnarok « Je choisis d'affronter mes problèmes et pas de les fuir. Comme vous, il parle à la Valkyrie ou à tout le monde. » La planète où il est peut faire penser à l'Oasis d'ailleurs. Hulk est piégé dans le divertissement et des luttes répétitives qui l'éloignent de lui-même. Comme chaque fin de film qui ramène les gens dans leurs problèmes quotidiens, en ne leur ayant rien apporté, si ce n'est trouver rapidement le prochain divertissement. C'est le thème de la deuxième clé, comprendre les émotions et les sentiments intérieurs de tout ce qui aurait pu être fait. Il n'y a qu'en dépassant les règles, les cadres, les apparences que l'on peut se découvrir vraiment. C'est le thème de la première clé où il faut aller à contre-courant des choses, là où les gens ne font que suivre les règles, suivre le courant actuel. C'est le conflit d'ailleurs entre Jim et Spock par rapport au test Kobayashi. C'est tout l'enjeu du défi d'Hallyday, du défi de la vie. De ne pas toujours chercher les références, le non connu, la connaissance derrière tout ce que l'on dit, tout ce que l'on fait. Il faut savoir parler en son propre nom, avec ses propres mots et agir en créant son propre univers. C'est comme au début avec Artemis qui dit qu'un vrai chasseur doit tout tenter pour que l'Oasis ne tombe pas entre les mains d'Ioi. Et que Parzival cherche qui a dit ça après une longue débâcle de références. Il faut savoir dissocier l'origine d'une chose, ce qu'elle devient socialement et ce qu'elle signifie pour soi. Il ne faut pas rester dans son petit monde interne, mais voir le sens de ce que l'on est à l'intérieur et comment ça affecte notre perception des choses. La fin du film, ce n'est pas une conclusion mais une introduction, comme lorsque la nuit se termine et que le jour commence. C'est une fois que l'on fait ce voyage intérieur que l'on peut enfin se projeter vers l'extérieur. Trouver des amis, rencontrer l'amour, se battre pour une cause, c'est comme la Triforce, les 3 clés ou les 3 fantômes du Noël de Scrooge. Ce sont différentes couches, niveaux de lecture qui s'entremêlent constamment et qu'on retrouve dans tout type d'œuvre, que le cinéma tente de sublimer pour nous inspirer, progresser, nous enrichir de sentiments sincères pour qu'ils s'éveillent en nous. C'est se changer de l'intérieur pour évoluer. Ne plus s'échapper ou s'évader, mais s'améliorer en parcourant les couloirs de la vie, laissant son propre easter egg se révéler à nous. C'est trouver son identité pour enfin être. Le message final sur le réel est bien meilleur, c'est aussi pour rassurer les parents sur tous ces supports médiatiques, ainsi que de la dépendance. Si l'on y reste trop longtemps, la fiction peut altérer la perception de la réalité, comme dans Disjoncté. L'Oasis est le pays imaginaire et des merveilles, c'est une richesse intérieure à l'énergie insoupçonnable, auquel on a besoin de revenir pour s'y ressourcer avant de reprendre un nouvel élan vers l'extérieur, pour simplement vivre, profiter et savourer. Mais ce n'est pas juste vivre bêtement, c'est savoir lâcher prise et prêter attention à ce que l'on est et qui l'on est. N'oublie pas qui tu es. Il faut protéger notre culture, notre identité en utilisant notre meilleure arme, l'imagination. Et comme on le dit, il n'y a de limite que celle de notre imagination. Et on a besoin du réel pour rêver et donc nourrir l'oasis. Le film est à l'image de l'oasis, un moment d'évasion pure et simple qui se cache en portant le manteau de la référence. Derrière la brume, derrière le spectacle de magie où se mêlent illusion et faux semblant, se dissimule un trésor unique. L'œuf de la réalité, symbole de la vie, de renaissance et de régénération, d'éternité. Retrouver le créateur, résoudre les énigmes, c'est également trouver en soi-même sa propre vérité, ses propres clés pour le futur. Spielberg fait un film innovant en parlant du fait qu'on ne peut plus innover. C'est peut-être l'un de ces films qui parvient à réunir le plus de thématiques, le plus d'idées de son cinéma, comme un film synthèse. Renouer avec l'ancien témoin de la culture de toute une génération, c'est comme renouer avec son enfance, ses envies, ses regrets. C'est l'ancien et le nouveau qui entrent en symbiose vers une nouvelle génération. C'est un message d'alliance entre la jeunesse et la sagesse, l'hostilité et l'amitié, les opprimés et les privilégiés, capitalisés et partagés, vérité et fausseté, l'invisible et le palpable, la connaissance et l'ignorance. On est tous les morceaux d'un même puzzle que l'on tend à réunir, réconcilier en nous les signes de cette volonté incassable de vivre que l'on porte en nous. C'est un appel à se battre par les liens de notre culture pour participer à l'amélioration de ce monde. C'est comme une bouteille à la mer, un message d'espoir et de bonheur qui s'adresse au monde entier. Cessez de contenir et de tout garder pour vous. Partagez, exprimez et faites jaillir du fond de votre oasis vos propres richesses. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là, même s'il y a encore tellement de choses à dire sur ce film. C'est une œuvre qui rassemble et partage sans aucune distinction générationnelle.
Un film qui veut échanger avec l'être humain et non le geek ou le gamer. C'est une aventure à la découverte de soi-même, dont la plupart ne seront que spectateurs, mais dont le rêveur saura y déceler les étincelles de la magie. L'Oasis est la somme de la mémoire de tous les individus de toutes les époques, alliant souvenirs et imagination, pensée et émotion. C'est le cœur de l'humanité que l'on porte en chacun de nous. Continuez à voir des films, quant à moi je vous dis à bientôt et que la magie soit avec vous.